Salut les devs mobiles, c'est Maxime de Purple Giraffe et aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle de notre métier de développeur et de comment il va évoluer dans le temps. En tout cas, vous donner mon avis sur les différents outils qui sortent récemment. On parle souvent des outils no-code ou aussi des outils d'intelligence artificielle comme GitHub Copilot. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Je ferai une vidéo dédiée là-dessus. Il y a plein d'outils qui sortent qui sont faits pour améliorer le travail des développeurs, mais aussi potentiellement pour remplacer un petit peu le travail des développeurs. Et je sais que ça inquiète beaucoup d'entre vous. Je reçois pas mal de questions de votre part en me disant est-ce que tu penses que avec tous les outils no-code qui sortent, il y a encore besoin de développeurs ou est-ce qu'il y aura encore besoin de développeurs? Je vais vous donner mon avis dans cette vidéo, c'est le but. Mais avant que je vous donne mon avis là-dessus, si vous êtes là, peut-être que si c'est votre première vidéo, vous pouvez attendre un petit peu. Mais si vous regardez mes vidéos régulièrement, vous savez qu'elle va vous plaire. Donc dites-le dès maintenant, on appuie sur le pouce, on s'abonne si ce n'est pas encore fait. Ok? Ok. Bon, maintenant que c'est écarté, on en reparlera peut-être un peu à la fin, mais on a écarté ça. Maintenant, on va parler de notre sujet. Et donc, du métier de développeur avec l'avènement de tous ces outils no-code qui permettent de créer très facilement des solutions sans taper une ligne de code. C'est vrai. Et d'ailleurs, on est les premiers à créer ces solutions. C'est un peu l'idée de... On scie la branche sur laquelle on est assis. Moi, le premier, je crée des générateurs d'applications mobiles. Je crée des outils no-code pour permettre à des auteurs comme moi de vendre des cours en ligne et d'avoir une application mobile. Vous voyez? Et avant ça, j'avais créé un générateur d'applications mobiles pour les organisateurs de festivals qui pouvaient se créer leurs propres applications sans taper de code. Alors oui, c'est des solutions que je commercialise, mais potentiellement, plus ces outils-là sortent, plus les utilisateurs deviennent quelque part des créateurs d'applications. Ce ne sont pas des développeurs, mais ils créent des applications. Et bien sûr, je vous parle d'applications, mais vous avez la même chose pour les sites web, etc. Alors je sais que ça fait peur. On se dit, oh là là, mais du coup, si ces outils deviennent de plus en plus complets, ce qui est le cas, on n'aura bientôt plus besoin de nous. Pour l'instant, on en est loin. Ces outils sont très spécialisés. Ils sont très spécialisés, ils permettent de répondre à un besoin spécifique, mais même lorsqu'on répond à ce besoin spécifique, passé un certain temps, on atteint les limites de l'outil, quasiment toujours. N'importe quelle personne qui commence sur ces outils, il est très content au début, mais au bout d'un certain temps, il atteint les limites. Et c'est normal. C'est normal, puisque ces outils, ils sont là pour répondre à une majorité des besoins. Mais arrivé à un certain point, on a besoin de besoins plus spécifiques, et c'est là qu'on commence à atteindre les limites. Et vous pouvez espérer qu'il y ait des fonctionnalités qui soient ajoutées sur l'outil no-code, mais si vraiment c'est pas possible, et bien là, il va falloir développer une application native, c'est là que le développeur entre en jeu. Et ça arrive très souvent, beaucoup plus souvent que ce que vous croyez. Ok, ça c'est la première chose. Deuxième chose, ces outils no-code, il faut les maintenir. Ils sont ultra complexes. Vous savez à quel point c'est compliqué de créer une application, mais créer une application générique ou des outils de la méta-application, finalement, du métacode qui permet à d'autres personnes de créer du code sans créer du code, c'est pas simple. Donc ce sont des outils très complexes et on a besoin de développeurs pour les maintenir. Plus il y a d'outils comme ça, plus on a besoin de développeurs pour maintenir ces outils-là. Ok? Ça, c'est le deuxième point. Donc, déjà, ces outils-là sont très spécifiques. Ils sont quand même limités à un certain point, pour le moment en tout cas, et ça va être le cas pour encore pas mal d'années. Et ensuite, il faut les maintenir. Mais je vais aller au-delà de ça. Ces outils, il ne faut pas les voir comme un obstacle. Beaucoup d'outils no-code, c'est un moyen pour nous de factoriser le travail basique, le travail simple, et de ensuite capitaliser sur le travail spécifique. Je vous prends un exemple. Directus, dont j'ai souvent parlé dans cette chaîne et dans mes cours. Directus, c'est un outil que j'adore. C'est un outil no-code. Il permet de créer un web service sans taper de code. Mais qu'est-ce qu'il va créer dans le web service? Il va créer la partie générique. Manipuler des données, créer des modèles. Tout ça, c'est des choses qui sont pénibles à faire quand on crée des web services. On crée des tableaux de masse de données, ensuite on crée les modèles, on fait la conversion entre les requêtes SQL, la génération du JSON, dans un sens, dans l'autre, ensuite les points d'entrée, les get, les put, les delete. C'est super répétitif, je l'ai fait pendant des années. C'est pas amusant de coder des web services comme ça. Il y a des choses sympas des web services à coder, mais cette partie-là, elle n'est pas sympa. C'est répétitif, c'est pénible. Donc, qu'est-ce qui se passe? On améliore à chaque fois les outils pour que ce soit de plus en plus simple, que ça se génère automatiquement. Et maintenant, on est arrivé à des outils graphiques qui sont tellement simples pour les développeurs, qui sont aussi utilisables par les utilisateurs, jusqu'à un certain point. Les utilisateurs, ils ne veulent pas trop s'embêter quand même avec ce genre de choses. Par contre, nous, en tant que développeurs, et moi personnellement, je me sers de Directus. Je l'installe,
J'ai 90% du code de mon web service qui est créé, qui est géré sans que j'ai à le coder. Et ensuite, je vais me concentrer sur les extensions pour ajouter la partie spécifique à mon besoin. Ou alors, des fois, c'est juste de la configuration de Directus, mais tout ça, ça demande quand même des compétences que les utilisateurs normaux n'ont pas. Donc ça me permet, en tant que développeur, d'être beaucoup plus efficace et d'enlever tout le travail répétitif, récurrent et pas fun. Donc pour l'instant, je les vois comme un côté positif, ces outils. Il y a un dernier point que j'ai oublié de vous parler sur les outils no-code. C'est aussi un moyen pour des gens de commencer à découvrir les applications mobiles, parce que justement, s'ils n'avaient pas eu un outil no-code, qu'ils avaient dû dès le début passer par un développeur, ils l'auraient peut-être jamais fait. Donc ça permet à des gens de se lancer, de tester des modèles économiques, et une fois que ça marche, généralement, ils vont passer à la vraie application, parce que, je vous dis, on atteint les limites de ces outils-là, mais si ça marche et qu'ils ont le financement, du coup, après, ils vont soit se créer une équipe en interne, soit faire appel à des développeurs externes, mais il y aura un besoin de développeurs, et justement, ça peut susciter des applications qui n'auraient jamais vu le jour s'il n'y avait pas eu ces moyens-là dès le départ. Donc vous voyez, c'est quand même super intéressant. Dans une autre vidéo, on parlera un peu plus de tout ce qui est intelligence artificielle. Et notamment GitHub Copilot que je suis en train de tester en ce moment. Je l'ai installé, je suis dans la période d'essai, je crois que j'ai 2 mois d'essai. Et voilà, je m'en sers au quotidien. D'ailleurs, dans certaines des vidéos de cours que j'ai enregistrées récemment, vous l'avez vu, j'en ai parlé pour ceux qui suivent mes cours, et pas que sur YouTube, mais des cours complets, ben, vous avez peut-être dû voir comment il marchait. Je ferai une vidéo dédiée sur le sujet. Parce que ben, c'est un peu lié à ce qu'on est en train de parler là. Ce sont des outils basés sur l'intelligence artificielle qui nous aident les développeurs. Et encore une fois, je sais qu'il y a des gens qui ont peur que ça nous remplace. Mon avis là-dessus, ben, ça va être assez similaire à ce que je vous ai dit là. Pour l'instant, je le vois comme un outil. Mais c'est un outil qui est très puissant, qui est très pratique, qui a ses limites, encore une fois. Ça fait 2-3 semaines que je m'en sers. Je commence à le cerner un peu, à voir ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de moins bien dedans. Et je pourrais vous faire un retour plus détaillé dessus. Mais ça sera dans une autre vidéo parce que j'essaie de garder un format assez court dans les vidéos. J'espère que ça vous a plu. Et là, c'est carrément une vidéo à débattre. J'adore les débats, vous savez que j'aime ça. Donc vous avez les commentaires en dessous de la vidéo. Utilisez ces commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Et si la vidéo vous a plu, ben on met un pouce. Et si on veut devenir encore meilleur, ben on s'abonne. Et si on veut être sûr de ne pas rater les vidéos, on appuie sur la petite cloche à côté de l'abonné parce que c'est 2 choses différentes dans YouTube. On peut être abonné pour que ça apparaisse dans le flux des vidéos. Et si on veut être tenu au courant de chaque vidéo, parce que j'en sors régulièrement, ben on appuie sur la petite cloche pour recevoir une petite notif quand la vidéo sort. Ça fait quand même pas mal de choses tout ça. Mais je pense que vous pouvez y arriver. Dans tous les cas, continuez à apprendre chaque jour. C'est le meilleur moyen de devenir encore meilleur. On se revoit très bientôt et surtout à Picoding.